3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Riche-Flores est avec nous ce soir, économiste indépendante et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Merci d'être là. Damien Charlet nous accompagne également. Bonsoir Damien. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion sous mandat de Mescart Asset Management et à nos côtés également Mabrouk Chetouane. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Responsable de la stratégie marchés globaux de Natixis IM. Les banques centrales évidemment avec la séquence du mois de juin. Revenons peut-être quand même sur la décision de la Fed et la communication de la Fed hier soir. On a eu la BCE cet après-midi, on en parlera bien sûr Véronique, mais donc l'idée de cette pause transitoire qui sème un peu la confusion, notamment chez les économistes que j'ai pu lire ou écouter depuis hier, puisque le staff de la Banque centrale américaine montre que le risque inflationniste est toujours à la hausse. On évacue le scénario de récession pour 2023, on révise à la hausse le corps PCE, on révise à la baisse le taux de chômage attendu en fin d'année 2023. Dans le même temps, on a 2 tiers des membres du FOMC, 12 sur 18, qui sont convaincus, semble-t-il, qu'il faudra monter encore les taux de 2 fois 25 points de base au cours de cette année 2023. Et malgré cela, la Fed a décidé d'une pause à l'unanimité hier soir, tout en nous disant que le prochain meeting serait live, ouvert, et quand on dit ouvert, c'est ouvert à une nouvelle hausse de taux, donc dès le mois de juillet. Alors, moi, je trouve que son attitude est pour le coup un peu plus crédible et que finalement, ils arrivent à trouver un équilibre qui est très instable. On préfère clairement être à notre place qu'à la leur. Donc, rien n'est certain. Par contre, comme l'a dit la Fed, elle en a fait déjà beaucoup. L'économie tient. En fait, les révisions du scénario, elles tiennent aux bonnes surprises du début d'année, qui n'étaient pas anticipées, c'est des surprises donc. Et, entre mars et juin, c'est ce qui s'est passé entre mars et juin sur le coût de l'emploi, de la consommation, etc. En réalité. Donc la Fed ne change pas, elle prend juste acte de choses qu'on n'a pas tous compris d'ailleurs, ça reste encore un peu des énigmes. Après, elle nous dit, mais j'en ai fait beaucoup, et il y a quand même des signes de fragilité, de fébrilité de l'économie qui sont indiscutables, mais donc ça mérite une pause, au moins le temps de mieux voir les choses. Par contre, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que les anticipations de baisse des taux se reforment. Donc, j'ai assorti cette pause d'un discours au quiche. Et pour empêcher que les taux, et même idéalement faire remonter un petit peu les taux longs, parce que c'est ça qui compte sur l'économie, c'est ça, in fine, c'est par là, in fine, que sa politique monétaire va mieux se transmettre aux agents. Donc, je trouve que c'est plutôt fin. Là, c'est pas souvent que je le dis. Donc, c'est subtil. Là, c'est subtil. Je trouve que c'est assez efficace. Alors, aujourd'hui, les taux longs rebaissent. Donc, bon, il faut que c'est ça. Mais ça me paraît le meilleur compromis dans le contexte actuel. Après, ils ne vont pas changer leur QT normalement dès juillet. C'est un peu tôt, ils ne vont pas revenir en arrière. Donc, ils vont attendre quoi ? Le scénario de septembre, enfin, une meilleure vision sur la fin de l'année. Et puis là, ils décideront effectivement. Est-ce qu'il faut vraiment en rajouter ? Je pense pour ma part que si les taux longs se tendent un petit peu, ça devrait être suffisant pour calmer l'économie. Et à mon avis, les 50 BP qu'ils nous promettent, ils ne les feront pas. Mais il vaut mieux qu'ils ne le disent pas, qu'ils maintiennent la pression pour éviter d'avoir les faire. C'est ma compréhension. J'avais un peu anticipé, j'avais complètement anticipé ça pour le coup, un peu moins sur la BCE, mais c'était le compromis que j'imaginais et moi je suis assez confortable avec cette option. Ce que les économistes, non, ce que les observateurs ont eu du mal à comprendre, c'est d'un côté les projections du staff, le discours de Jérôme Powell avec la pause ce mois-ci, mais le meeting prochain qui est live. Et ces dots, ces perspectives, ces trajectoires de hausse de taux qui sont signalées par chaque membre du FOMC, votant et non votant, sur les prochaines années. Mais vous dites finalement c'est une mesure de protection. Inscrire 1 ou 2 hausses de taux dans la trajectoire des dots, comme on dit, c'est une manière de maintenir la tension. Exactement. Sans être obligé de délivrer réellement de hausse de taux. Ce qu'on est à peu près sûr, c'est que s'ils ne maintenaient pas la pression, ils auraient été obligés de faire marche arrière à un moment donné, sans doute. Détendre des conditions financières, ce qu'ils ne veulent pas voir aujourd'hui. J'aurais été membre de la Fed, j'aurais mis pareil. Ouais, je comprends. Oui, non, mais c'est un jeu d'équilibre subtil qui mérite un décryptage quand même. Ont un effet les marchés sont subtils. Contrariant sur la politique et l'efficacité de la politique monétaire. Donc, il faut arriver à les contourner. Je n'ai jamais garanti, mais voilà. Ouais. Néanmoins, qu'est-ce que Jérôme Powell et les banquiers centraux américains
attendent de voir entre aujourd'hui et le 25 juillet prochain, qui sera la date de démarrage de leur prochain comité de politique monétaire? Il y a trop de subtilité. Ouais, c'est ça le problème, c'est que je comprends parfaitement l'argument de maintenir la pression, d'indiquer effectivement que de toutes les manières, un taux terminal BCE, Fed, serait autour de 5,5, 5,75, parce que c'est finalement ce que nous dit le FOMC. En revanche, cet argument, il est en fait complètement balayé, si je puis dire, par le fait que le marché, il est tout aussi data-dependent que la Fed, voire même beaucoup plus. Et on a vu ce qui s'est passé entre le mois de mai et le mois de juin. Publication du dernier rapport sur l'emploi, les 4 baisses de taux anticipées par le marché ont disparu. Pour cette année, oui. Pour cette année, effectivement. Et donc, in fine, et c'est là où finalement, sur les taux longs, je serai un peu plus prudent. Je pense que les taux longs, le pic est derrière nous, et il suffit en fait d'avoir de nouvelles données macroéconomiques qui montrent effectivement que l'économie américaine décélère sans pour autant sombrer dans la récession, pour voir finalement des taux longs baisser. Et donc, c'est là le problème, c'est là la difficulté, c'est que le marché, via sa lecture de l'économie, va faire le travail sur les taux d'intérêt à long terme. Et donc, in fine, ce message, un peu, cette espèce de jeu, finalement, qui consiste à dire maintenant une pression pour effectivement nous permettre d'avoir des conditions monétaires et financières qui soient suffisamment restrictives pour ralentir la demande, puisque c'est ça, finalement, le cœur du problème. Finalement, on voit bien que là, sur le dernier et sur les 4 dernières semaines, ça n'a pas marché. Et donc, du coup, il y a beaucoup de subtilités. Et surtout, c'est que dans 6 semaines, lors du prochain meeting de la Fed, je ne suis pas certain que le panorama macro aura fondamentalement changé. Et donc là, ça va envoyer un message, on va dire, un peu difficile à lire, finalement. Bon, il y a 6 semaines, vous avez fait une pause. Maintenant, si on se projette au mois de juillet, rien n'a changé, mais vous montez les taux. Comment on lit ça? Donc finalement, où on va finalement avec cette configuration économique et financière? C'est extrêmement compliqué à lire. On peut avoir des hausses tous les 2 meetings. Et en fait, le truc, c'est que je me dis globalement, il reste 2 trimestres avant la fin de l'année. Globalement, le FOMC nous met 2 hausses de taux, une hausse de taux par trimestre. On y va piano. C'est un peu ça l'idée. Donc puisque finalement, on ne sait pas encore, puisque la question a été posée à Lagarde, la question a été posée à Jérôme Powell, et il faut souligner à mon sens que Jérôme Powell hier a passé son temps à essayer de raccrocher les wagons entre le scénario macro et finalement le fait, toute la conférence de presse, les journalistes n'arrêtaient pas de poser la question suivante, mais pourquoi diable finalement faites-vous une pause alors même que vous nous indiquez que le chômage baisse, que l'inflation sous-jacente monte et que finalement la croissance n'est pas aussi faible qu'on l'escomptait. Et la réponse, c'est parce qu'on a déjà fait 500 points de base de hausse de taux. C'est ça. Mais quand on pose la question finalement, mais c'est quoi les effets? Est-ce qu'on mesure effectivement l'impact des canaux de transmission de la banque, de la politique monétaire? La réponse, quelle que soit la zone que l'on prend, Lagarde cet après-midi et Powell hier soir, c'est une réponse vraiment alambiquée. En gros, on ne sait pas, en réalité. On bricole une réponse en disant oui, il y a des lags, il y a des effets retardés, etc., mais on ne sait pas trop parce qu'il y a eu des effets passés issus du Covid qui ont introduit des perturbations. Point. Bon, on repart avec ça, puis on en fait un peu ce qu'on veut. Il y a quand même un truc qui aura changé au cours pour le prochain meeting dans 6 semaines, c'est qu'on a eu le rapport mensuel sur l'inflation concernant le mois de juin, et qu'on sait d'ores et déjà que l'inflation globale va passer de 4 à 3 quasiment. Et ça ne fera pas réagir la Fed. Non, mais on regarde plus l'inflation totale. Je sais pas. 3% d'inflation globale, c'est pas l'objectif, mais la Fed ne réagira pas à 100 points de base de baisse de l'inflation globale sur un mois. Encore une fois, d'où vient... la question est de savoir finalement quel va être le principal contributeur de cette baisse de l'inflation. Si c'est encore une fois un effet lié à des effets de base énergétiques, j'ai presque envie de dire que ça compte pas. D'accord ? Donc, ce qui compte effectivement, c'est l'inflation dite, encore une fois, sous-jacente. Je pense que c'est le mot qu'on répète le plus souvent sur tous les plateaux télé et dans l'ensemble de la presse. L'inflation purgée de ses composantes volatiles, quand on regarde le dernier rapport effectivement sur l'inflation, ça n'a pas baissé. Bon, alors effectivement, si on a un développement positif sur cette inflation sous-jacente, ce qui voudrait dire qu'on a un développement favorable sur le marché de l'immobilier, sur les services immobiliers, etc., ça, c'est pas gagné. Eh bien, effectivement, oui, peut-être que la Fed va effectivement même pas augmenter ses taux au cours du mois de juillet et que la hausse de taux qu'on aura connue au mois de mai aura été la dernière. Mais finalement, ça, là, encore une fois,
rien n'est moins sûr. Et pour être tout à fait franc, en fait, trop de subtilité pour rejoindre les propos de Véronique. Damien, c'est encore un débat qui compte, cette question de l'inflation, parce qu'il y a à peine quelques semaines ou une paire de mois, l'idée dans le marché était de dire, bon, ça, le sujet de l'inflation est derrière nous, quoi. On a des indicateurs avancés, la Fed est data dépendante, elle veut regarder dans le rétroviseur, mais les gens de marché regardent devant, et tous les indicateurs avancés nous disent que, ça y est, le sujet de l'inflation va pouvoir être remisé derrière nous au placard. Visiblement, c'est pas encore tout à fait le cas. Oui, mais si on regarde la réaction des marchés par rapport aux 2 réunions de banques centrales qu'on vient d'avoir, finalement, on a l'impression qu'ils auraient pu dire ce qu'ils voulaient, les banquiers centraux, le marché ne réagit plus, aussi bien au niveau des taux qu'au niveau des actions. Donc, pour l'instant, on a un peu l'impression... Comme disait Mabrouk, c'est les données qui font réagir le marché, parce que les taux courts américains ont quand même remonté par rapport au point bas qu'on a connu, mais c'est sur la base des données que le marché prend acte et considère effectivement l'évolution possible de la politique monétaire. Moi, il y a un élément que j'ai envie de retenir des deux déclarations des banquiers centraux, c'est qu'il y en a d'un côté de l'Atlantique une banque centrale qui relève ses prévisions de croissance, et de l'autre, une banque centrale qui montre bien que la situation économique est compliquée et qu'elle a tendance à se dégrader, c'est-à-dire en Europe, évidemment. Donc, on a quand même 2 situations qui sont maintenant visiblement assez différentes entre les États-Unis et l'Europe sur l'activité. Alors, sur l'inflation, la tendance est la même. De toute façon, les moteurs de baisse de l'inflation sont les mêmes. C'est essentiellement l'énergie. Et pour les autres moteurs d'inflation, pour l'instant, c'est pas encore très criant, mais c'est vrai qu'on a quand même l'espoir que quand on voit le prix des matières premières, quelles qu'elles soient, baisser, les bases de comparaison aujourd'hui qui sont favorables sur l'énergie deviendront favorables pour l'alimentaire et pour le reste. Donc, je pense que le marché a quand même en tête le sens général de l'inflation qui est la baisse, ce qui est quand même une bonne nouvelle. C'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de commentaires de vos camarades qui disent finalement, on arrive au bout du mouvement. Sur les taux d'intérêt. Alors, on disait la même chose il y a 3 mois ou il y a 4 mois. Mais à chaque réunion de banque centrale... Plus le temps passe, plus c'est vrai. Voilà, exactement. Plus on se rapproche de la fin. Mais le raisonnement est toujours le même. Et c'est vrai que finalement, le scénario, par rapport au mois précédent, il n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on est toujours sur une tendance baissière d'inflation, ce qui est une bonne nouvelle. Maintenant, ce qui change, effectivement, c'est qu'on a une économie américaine qui résiste très bien. Alors, on a l'impression que le marché action américain a choisi de privilégier l'économie au taux d'intérêt, parce qu'il monte, parce qu'il est content qu'il y ait des bonnes nouvelles sur l'économie. En Europe, le marché tient très bien aussi, alors que la situation économique est moins bonne. Donc en Europe, on va dire que les valos sont moins chers, les commentaires des boîtes sont encore très très bons. On a eu beaucoup de conférences ces dernières semaines où les entreprises ont eu des discours qui étaient encore très solides. Il y a très peu de dirigeants qui vous expliquent qu'ils sont inquiets et qu'il y a une baisse de l'activité. Alors c'est là où on est très... Donc les résultats du 2e trimestre qui seront publiés à partir du mois de juillet, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'accident global en tout cas Non, il n'y a pas de raison. Donc en fait, effectivement, il y a le sujet des taux d'intérêt. Il y a le sujet de l'économie, qui est quand même aussi très très important. Et dernière remarque pour faire le lien entre les deux, c'est quand même que historiquement, quand les banques centrales montent les taux d'intérêt, ça provoque une récession. Et peut-être que le marché obligataire, qui, sur les taux longs, a du mal à monter, il est quand même en train de nous dire que, historiquement, il y a des récessions quand on monte les taux d'intérêt, et que là, il n'y a pas de raison que les choses changent. Donc, il y aura une récession. Elle sera peut-être pas très violente, mais le marché obligataire nous dit peut-être qu'il y aura une récession. Vous dites que le marché américain monte parce que l'économie va bien. Il y a quand même... Alors, une partie du marché américain monte, il y a toute une partie du marché américain qui a beaucoup plus de mal à monter, et peut-être d'ailleurs la partie du marché qui est la plus proche de l'économie réelle ou de l'économie domestique américaine, le Russell 2000 par exemple. Ce qui monte, c'est le Nasdaq, parce que dans le Nasdaq, il y a le thème de l'IA qui, j'allais dire, qui supplante toutes les considérations de hausse de taux, de choc monétaire, qu'on mette les taux à 5, à 5,5, à 6. Le thème de l'IA, c'est pour l'instant une autoroute pour... un groupe d'entreprises avec des perspectives qui sont peut-être modifiées pour les trimestres devant nous, mais peut-être pour plusieurs années également. C'est ça ce que nous dit le marché, Damien. Oui, alors le thème de l'IA, c'est comme à chaque fois qu'un nouveau grand thème comme ça apparaît, ça génère des mouvements de foule qui agissent avant de réfléchir. Donc ça agit sur des titres à la hausse, mais ça agit aussi sur des secteurs à la baisse. Peu importe que les secteurs qui sont attaqués en bourse, on ne réfléchit même pas au fait que potentiellement ils pourraient bénéficier de l'IA dans les prochaines années. Mais alors,
sur le Russell, on a vu quand même qu'il commence à se réveiller un petit peu. Donc, peut-être, si on voit le verre à moitié plein, le Russell va finir par prendre le relais du reste du marché. Et en ce qui concerne l'IA, bon, le problème c'est que les mouvements comme ça peut durer longtemps, on le sait. Mais c'est peut-être que le début, même. Peut-être que le début. Mais si on essaie de prendre un peu de recul et d'être un peu raisonnable, je pensais tout à l'heure au sujet de la voiture autonome. Bon, l'IA, c'est un peu pareil. Est-ce que demain, vous allez confier votre entreprise à l'intelligence artificielle qui, potentiellement, aujourd'hui, quand même, raconte pas mal de bêtises, de la même manière que la conduite autonome, ça existe depuis 3 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez confier votre conduite à l'ordinateur de bord de votre voiture? J'en suis pas convaincu. Donc, l'IA, oui, bien sûr, on n'est pas en train de dire que c'est pas une grande tendance. Mais concrètement, dans les chiffres des entreprises, à part les spécialistes du développement de solutions IA, est-ce que dans les entreprises industrielles, de services, etc., on verra véritablement un changement de rentabilité ou de chiffre d'affaires dans les 3 prochaines années? J'en suis pas complètement convaincu. Ouais. Oui, sur le moyen terme, il y a pas mal de divergences d'opinion encore. Moi, ce que je regardais très trivialement hier, c'était comment se comportait le cours de bourse de Nvidia au fur et à mesure que Jérôme Powell parlait. On a l'impression que les deux vivent dans 2 mondes très différents. C'est-à-dire que le niveau des taux d'intérêt, des taux directeurs, des taux réels, des taux longs, n'a aucun impact sur ce thème de l'IA, en tout cas reflété à travers les performances de Nvidia et de quelques autres valeurs, quoi. Mais de toute façon, sur le marché action, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour l'instant, le marché action ne s'intéresse pas au taux d'intérêt. Et en ce qui concerne précisément Nvidia, bon... Non, mais Nvidia, parce que oui, c'est le symbole. On parle beaucoup d'Nvidia, mais la valorisation aujourd'hui n'est pas supérieure à il y a 3 mois. Parce qu'entre-temps, il y a eu 70% de révision à la hausse. Donc Nvidia, c'est vraiment un cas très très particulier. Alors, si vous regardez hier, le Nasdaq, bon, okay, il a monté de 0,35%. Bon, donc, il n'a pas tellement réagi à la baisse aux déclarations de Powell, peut-être parce que justement, c'était pas suffisamment clair et qu'on ne sait pas très bien. Non, mais il y a eu un moment hypersensible pour le Nasdaq pour des questions de valorisation. Chaque mouvement de taux avait une corrélation, un impact direct sur ces valeurs. Là, depuis quelques temps, ça s'est déconnecté, quoi. Non, parce qu'il y avait un autre paramètre, par ailleurs, qui était en train, justement, de pourrir la vie au Nasdaq, c'était les taux réels. Les taux réels étaient en train de repasser, tout simplement, de territoire négatif à territoire positif. Ouais. Et donc, cette configuration-là, finalement, on ne l'observe pas aujourd'hui parce que les taux réels se stabilisent sur un niveau à peu près, on va dire, en fonction des calculs et des métriques et de la méthodologie, mettons entre 1,5 et 1,7%, c'est stable. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de vivre, le marché, du moins les valeurs technologiques, s'habitue en fait à cet univers de taux réels positifs. Mais ça, c'est un niveau de taux réel qui n'empêche pas le phénomène d'engouement, d'exubération, d'exagération, ce que vous voulez. Mais ça n'empêche pas cet engouement boursier là qu'on peut avoir pour des valeurs quand même le phénomène de mode qui sont chèrement valorisées. Oui, mais le phénomène de mode se déconnecte, on va dire, de fait des fondamentaux. Ouais, c'est le principe. Et on a déjà connu ça par le passé. La blockchain, il suffisait de mettre blockchain dans n'importe quel rapport financier pour voir effectivement la valorisation croître. Donc on a effectivement des phénomènes de mode, des phénomènes d'entraînement. Et le blockchain, on était avec des taux réels très très négatifs. C'était une époque où l'argent et l'allocation de l'argent était complètement, on va dire, pas optimal. Non, mais là, encore une fois, ce que je veux dire, c'est que je dissocie l'effet de mode et je dissocie effectivement des fondamentaux. Maintenant, effectivement, l'effet de mode, avant qu'il ne se transcrive en création de valeur dans une entreprise et au niveau macroéconomique, il va falloir attendre un tout petit peu. C'est comme Internet, finalement. Quand on regarde la bulle IT des années 2000, qu'est-ce qu'il y avait de manière concomitante? Des hausses de taux. Ça n'a pas empêché, effectivement, certaines valeurs d'augmenter. C'est rigoureusement la même configuration. Donc, on va voir effectivement comment ça va se produire. Et je pense que l'arbitre va être effectivement, ça va être les taux d'intérêt réels. Et c'est vrai que les marchés d'actions, pour le moment, ne regardent pas les taux d'intérêt réels, parce qu'il y a un autre paramètre qui les aide énormément, c'est l'inflation de nouveau. L'inflation, c'est le meilleur allié des marchés actions. Une fois qu'on a dit ça, tant qu'il y aura de l'inflation, il n'y a pas de raison de s'inquiéter effectivement sur les résultats des entreprises. Et le Q2, ça va être un peu à l'image, le deuxième trimestre, pour les résultats des entreprises, ça va être à l'image du premier trimestre. Pas de problème. C'est bon, Nvidia plus fort que la Fed, je le disais en rigolant tout à l'heure, mais il y a un peu de ça quand même, Véronique, si on regarde la dynamique du Nasdaq depuis quelques temps. C'est vrai que voilà, le niveau des taux atteint aujourd'hui est plus un frein au développement à nouveau d'engouement fort pour des valeurs de grande croissance, quoi. Alors c'est peut-être là qu'il pourrait y avoir quand même un petit quelque chose après la réunion de la Fed. En fait, il y a eu les taux réels, il y a énormément de liquidités.
Non, c'est pas pour rien. Enfin, on avait des taux réels beaucoup plus bas, mais on avait aussi beaucoup moins de liquidités il y a quelques années. Donc là, ce phénomène de liquidité, il est assez difficilement palpable, mais enfin, on le sent partout. Et je pense qu'il est très important. Après, il y a l'aplatissement de la courbe des taux, ou la courbe des taux qui s'était légèrement repentifiée quand même, qui a un petit peu aidé. Or, hier, effectivement, la déclaration de Powell et le communiqué de la Fed, ça a fait à nouveau, ça a créé une grosse inversion. On est vraiment pas loin des plus bas. Et ça peut gêner quand même aux entournures les valeurs technologiques et puis généralement les cycliques, mais ce rebond. Mais j'ai envie de dire, dans le contexte de liquidité qui persiste, parce que quand on regarde la masse monétaire en niveau quand même, il faut le faire. Mais on n'a rien fait comme chemin. Après l'expansion de 2020, on n'a vraiment rien fait. Donc ça compte. Et d'ailleurs, traditionnellement, il y a longtemps, les banques centrales nous parlaient beaucoup des masses monétaires, des crédits de gap, des choses comme ça, qui certaines fois de manière abusive d'ailleurs. Les enquêtes de crédit vont peut-être revenir un peu au centre du jeu. Les rapports de masse monétaire et d'enquête de crédit. Mais du coup, tant qu'on a ce contexte-là, une courbe des taux ou une banque centrale qui était supposée moins menaçante parce qu'on approchait le pic des taux, mais ça reste encore dans les tuyaux en réalité, même s'il y a un peu d'eau dans le gaz à court terme, il nous manquait juste une histoire. Et c'est l'AI. Tout d'un coup, il y a 6 mois, on s'est mis à parler de l'AI. On savait que ça existait, mais on n'en parlait pas. Et puis, paf, tout d'un coup, c'est devenu le sujet. Ça a été quand même extraordinaire, quoi. Donc, on a même le sujet maintenant. On a le prétexte, on a les liquidités et des conditions de marché qui, encore une fois, sont plutôt favorables. On n'a pas de tension sur les conditions financières. L'indicateur de conditions financières, il est ridiculement bas. Donc, je pense qu'il faut compléter notre lecture, pas regarder que les taux d'intérêt, mais plus large. Je suis allé regarder le niveau des taux réels 10 ans américains autour des années 2000. On était entre 3,5 et 4%. C'est-à-dire que la bulle s'est construite jusqu'à son sommet avec des taux réels qui ont atteint à un moment, 3,5, 4%. Il a fallu ce niveau de taux pour casser quand même sévèrement la bulle dot-com. On était sur des niveaux de valo qui n'avaient quand même strictement rien à voir. Donc, et des niveaux de croissance potentielle qui n'étaient pas les mêmes non plus. Donc aujourd'hui, je suis pas convaincu que ça suffira à faire. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de bulle sur le marché. Peut-être à part sur certaines valeurs AI, il n'y a pas de bulle sur le marché. Donc, il n'y a pas de raison de parler d'explosion de bulle. Ce qu'on a déjà parlé, mais les non, mais je dis juste qu'avec 1,5% de taux réel, on est très très loin effectivement des niveaux de restriction monétaire qu'on avait à l'époque, au moment où la bulle dot-com s'est dégonflée, quoi. Mais encore une fois, 1,5 de taux d'intérêt réel, c'est compatible peu ou prou, je vais faire un peu mon macroéconomiste de base, mais avec un niveau de croissance potentielle, on va dire, mettons, de 1,5 à 1,7, il n'y a pas de restriction, en fait. Il n'y a pas de restriction monétaire forte aux États-Unis. En fait, c'est ça que ça nous dit, et c'est pour ça que globalement, il y a encore de la place, encore suffisamment d'espace pour pouvoir monter ce taux d'intérêt directeur. En tout cas, pour la Fed. Qu'en est-il du point de vue de la Banque Centrale Européenne pour en dire un mot quand même, c'était la réunion du jour. Bon, on sent que la situation est suffisamment inconfortable pour qu'on reste en pilote automatique. La charge de la preuve revient à ceux qui estiment qu'il ne faudrait pas monter les taux aujourd'hui. Et ça va rester comme ça sans doute pendant plusieurs meetings, de ce que je comprends, Véronique. Alors là, pour le coup, je ne suis pas du tout à l'aise avec la BCE. Pas du tout convaincue. J'ai plutôt l'impression qu'encore une fois, on nous a sorti la langue de bois, qu'on a traficoté le tableau des prévisions du scénario macro pour satisfaire les faucons du board, mais que, ces prévisions économiques, leur révision d'1 dixième, n'en parlons pas. Dans le contexte actuel, ça fait quand même sourire ou pleurer, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais surtout, une prévision de croissance à 0,9 encore cette année, avec un acquis de 0,2. Alors que Madame Lagarde ne cesse de nous dire, vous allez voir, les effets décalés des hausses de taux vont venir, ça va écraser la demande, ça va écraser l'inflation. Elle nous sort un scénario de croissance qui n'est compatible qu'avec une réaccélération assez fulgurante quand même, compte tenu de ce qu'on a connu ces derniers trimestres,
de la croissance. Donc, alors là, je me dis, il y a un truc que je ne comprends pas. Où ils sont ces effets de retard? Où est l'effet de sa politique monétaire? Et puis, pour l'année prochaine, 1,5. On n'arrête pas. Donc, nous, on a plutôt une espèce de récession bizarre, là, mais qui nous plombe complètement en 2024. Et du coup, on arrive à une croissance zéro, voire légèrement négative. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur... Mais parce qu'on prend acte d'une politique monétaire efficace sur la demande, sur l'immobilier, sur le marché de l'emploi, etc. Donc, la BCE est dans un autre registre. Moi, je me dis, s'ils croient un chouïa à leur prévision de croissance, je ne vois pas comment ils peuvent y croire, mais ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils sont obligés de continuer, mais ils n'ont pas une inflation qui revient à 2, même de 2 en 2025. Donc, il y a plein d'incohérences. Et en réalité, je pense... Moi, mon discours, ma compréhension, c'est de dire, tant qu'ils peuvent nous servir une croissance à 1% grosso modo cette année, ils peuvent continuer, laisser penser qu'ils vont remonter les taux et de langue de bois. Quand est-ce qu'ils pourront plus? En juillet, ils ne seront peut-être pas trop gênés. En septembre, ce sera fini. Si notre lecture de la conjoncture est la bonne, ils pourront plus. Et là, ce sera 0,5, 0,3 maximum. Et là, ils seront obligés de changer leur fusil d'épaule. Donc, et je pense qu'in fine, ils feront jamais ce que laisse sous-entendre le discours de Madame Lagarde. Ils sont juste obligés, là, pour cette... La réalité les stoppera assez rapidement. Moi, j'en ai l'intuition. Ouais, je comprends. Donc, voilà, je suis assez sidérée. Maintenant, c'est les faucons de la BCE, toujours, encore. Je parierais vraiment pas beaucoup sur le fait qu'ils aillent là où ils nous suggèrent qu'ils veulent aller. Ouais. Bon, il y a quand même l'idée que dans les développements de l'inflation sous-jacente aujourd'hui en zone euro, beaucoup revient à la dynamique des salaires, aux perspectives qu'on peut avoir de ce point de vue-là. C'est le discours, hein. Oui. Oui, mais ce qui est réalisé en termes de hausse de salaire, ce qui est déjà embarqué et même verrouillé parfois jusqu'en 2024 dans des pays, c'est le problème des négociations. C'est-à-dire quand on négocie sur 1 ou 2 ans, ça loque quand même des hausses de salaire devant nous. Avec une inflation globale qui baisse, ça redonne aussi quand même un peu de pouvoir d'achat. Il faut pas négliger l'idée quand même qu'il y a peut-être un moment où la demande va réaccélérer, ou en tout cas que le choc réel sera moins négatif pour les salariés qui ont un emploi et qui ont un salaire... Il faut quand même replacer deux, trois éléments de contexte sur la zone euro. C'est-à-dire qu'en gros, on rappelle Q4, Q1, effectivement, croissance négative, révision quand même assez forte en Allemagne notamment, et donc récession technique. Donc, bon, très bien. Le problème, c'est que... Au plein emploi. Oui, alors, non, mais justement, récession technique, pour moi, c'est pas une récession. En fait, cette récession va appeler en fait une reprise d'activité au Q2 et au Q3. Et donc, c'est pour ça, finalement, que le scénario de la BCE, alors, je vois les incohérences, effectivement. Le 0,9 est peut-être un peu, on va dire, optimiste, mais il n'est pas non plus irréaliste. Il est un peu fort, mais il y a globalement une réaccélération de la croissance qui est en train de s'enclencher, parce qu'au Q1, finalement, on a demandé à tout le monde de réduire de manière massive sa consommation, notamment d'énergie. Mais ça va dans le PIB. Et donc, mécaniquement... C'est une bonne nouvelle. Alors oui, c'est une bonne nouvelle. Que les dépenses de consommation d'énergie baissent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, mais ça montre qu'on est capable d'y arriver. Mais c'est capable de le faire. Je suis d'accord, mais ça se retrouve dans le PIB. Voilà, négativement dans le PIB. Et ensuite, in fine, on se retrouve avec une croissance atone, anémique, en zone euro, qui ne justifie pas, effectivement, le fait qu'on ait une BCE qui continue de maintenir ce discours. Néanmoins, alors, c'est là où Christine Lagarde a un peu pédalé dans la semoule, si je puis dire, au cours de son discours. C'est que finalement, elle nous expliquait tranquillement qu'une grande partie de l'inflation venait des salaires. Et là, effectivement, on retrouve un effet Phillips, mais qu'il n'y a pas d'effet Phillips. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'effet d'entraînement. C'est-à-dire qu'en gros, la dynamique ne prend pas. Bon, ça, je dis par contre, on n'a pas trop compris. Et ça a été relevé à maintes reprises durant la conférence de presse. Non, ce qu'il faut comprendre, à mon sens, et ça a été parfaitement expliqué par Isabelle Schnabel 7 jours avant, c'est que globalement, il y a une boucle qui est en train de s'enclencher. Qui mêle non pas les salaires et l'inflation, mais un autre acteur qui sont les marges des entreprises. Et donc, in fine, quand on met ces trois éléments dans la boucle, là, effectivement, il y a un risque. Et donc, la BCE doit continuer de monter ses taux d'intérêt directeurs pour entre guillemets, limiter cet effet et limiter la demande. Parce que la demande, finalement, n'est pas morte encore en zone euro, elle est encore là, c'est encore un contributeur de la croissance des prix et de l'inflation. Et donc, in fine, juillet, hausse de taux, et à mon sens, on ne peut pas exclure que la BCE continuera de monter ses taux au-delà, effectivement, du mois de juillet. Donc en septembre, en octobre, et effectivement, c'est tout à fait possible. Au même rythme que finalement, on n'exclut pas que la Fed monte ses taux parce qu'il reste encore 2 trimestres à 2 reprises. Pourquoi la BCE ne le ferait pas? Et quand on regarde d'ailleurs une métrique assez parlante, qui est le marché d'échange, quand on regarde effectivement le pricing de l'euro, l'euro, finalement, quand on dit
au-delà de juillet, finalement, on ne sait pas trop ce qui se passe pour la BCE. On est assez clair, finalement, sur la Fed, puisqu'on a le dot plot, et c'est le seul élément, entre guillemets, tangible qu'on a à se mettre sous la dent. Mais par contre, le marché des changes, lui, réagit autrement, en disant, mais non, c'est la BCE qui va en faire davantage. Et donc, du coup, à mon sens, le risque, il est plutôt de voir effectivement la BCE se montrer, on va dire, un peu plus intransigeante. On connaît effectivement le caractère parfois un peu... on dire dogmatique parfois de la BCE, même si elle a montré beaucoup plus de pragmatisme au cours de ces dernières années. Mais malgré tout, effectivement, à mon sens, on a cette probabilité assez forte du côté de l'Europe. Comment vous expliquez la tenue des niveaux de prix, des indices actions en Europe, Damien, vous le disiez tout à l'heure c'est la valorisation qui soutient les... Non, la valorisation, c'est jamais suffisant pour tenir un marché, mais à partir du moment où le momentum des entreprises est correct, c'est vrai que le marché n'a pas de raison de baisser. Et puis, en 2022, les entreprises ont publié des résultats en croissance. En 2023, et alors c'est là où on est un peu plus sceptique, pour l'instant en Europe, on prévoit encore de la croissance, donc c'est clairement pas un scénario de récession. Donc, si on fait le cumul de 2022-2023, on a des entreprises qui continuent de montrer des progressions de résultats, pendant que les marchés, sur la somme des 2 années, est à 0 moins. Donc, rien d'idiot jusque-là. On parlait de la demande, et c'est là où on est à la fois étonné et où on sait que ça sera le juge de paix dans les prochains mois. C'est que la demande jusqu'à présent a été extrêmement solide, ce qui a permis aux entreprises de passer des hausses de prix. Alors, sur la consommation, il faut quand même voir que les ventes au détail, aujourd'hui, en réel, elles sont en baisse. En valeur, elles sont en hausse, mais en volume, elles sont un petit peu en baisse. Donc, le consommateur, il tire un peu la langue. Alimentaire, notamment. Alors, il y a la partie énergétique qui baisse, mais ça, on peut s'en réjouir. Puis, elle ne va pas baisser éternellement. La consommation alimentaire, effectivement, le graphe est assez parlant de ce point de vue-là. Mais la demande pour le reste des services, même réels, la restauration, le tourisme, etc., ça continue, quoi. Hein. Oui, les loisirs, c'est vrai que ça continue très, très fort. Mais si vous regardez, il y a beaucoup d'entreprises qui ont publié des résultats au premier trimestre. Un peu dans tous les secteurs. Ça va du Verallia, Michelin, alors évidemment les Danone et les valeurs de consommation, qui ont publié des hausses de chiffre d'affaires avec des baisses de volume. Bon, alors ça peut marcher un trimestre, ça peut marcher 2 trimestres. Ça marche tant qu'il y a de l'inflation, en fait. Oui, alors ça marche tant qu'il y a de l'inflation et que le salaire réel des salariés arrive à peu près à suivre. Et jusqu'à présent, le salaire réel était plutôt négatif sur les salariés européens, mais aussi sur les salariés américains. Là, il remonte. Mais effectivement, le juge de paix, c'est s'il devient positif au 2e semestre, comme vous l'avez évoqué, à ce moment-là, on peut très bien se retrouver dans une situation où la consommation continue, avec des entreprises qui augmentent leur marge presque, parce que les prix de revient baissent. À part les salaires, tout le reste baisse. Donc, je ne sais pas si c'est un scénario central ou alternatif, mais c'est un scénario qu'on peut avoir en tête. C'est pas notre scénario central, mais on peut pas l'écarter. C'est un scénario possible, en particulier pour les entreprises qui ont des coûts salariaux qui sont faibles. Donc à la limite, ça peut concerner beaucoup les entreprises industrielles ou très consommatrices d'énergie, qui pourraient potentiellement voir leur marge dépasser les plus hauts historiques. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde l'Eurostoxx dans son ensemble, c'est pas que des grandes valeurs, c'est 300 valeurs, donc il y a des grosses mid et des large caps. On est au même niveau de marge qu'en 2008. Alors, on va pas faire de parallèle avec 2008, mais on est au même niveau de marge que 2008, tout en haut. Donc, effectivement, on a 2 scénarios très extrêmes, où il y en a un où les volumes craquent un peu et finalement les marges se dégradent, et il y en a un autre où les volumes tiennent et les marges s'améliorent. Et d'ailleurs, Christine Lagarde, dans son commentaire, à un moment, a dit quelque chose que moi j'ai trouvé assez formidable. C'est qu'en gros, elle a dit qu'il y avait 2 scénarios. Un scénario où l'économie ralentit fort, et un scénario où finalement l'économie réaccélère. Donc on a un peu le choix entre les deux. Voilà. Oui, c'est vraiment les deux, c'est assez antinomique. Mais bon... Mais in fine, Grégoire, pardon, in fine, en fait, quel que soit le scénario, on a quand même le sentiment que le marché boursier n'a pas de raison de se casser la figure. La magie de l'illusion nominale qui fonctionne à plein. La question de l'offre reste quand même tellement présente sur le marché du travail, dans les chaînes de valeur industrielle. Le patron de Safran, alors c'est peut-être très lié encore aujourd'hui à des secteurs spécifiques aéronautiques, mais il dit qu'il n'y a aucune détente des problèmes de supply chain par rapport à, depuis le Covid. On reste encore à se battre pour ici un tel composant, là un tel personnel ou une telle compétence.
je veux dire, c'est vraiment l'économie de pénurie, quoi, encore. Dans certains secteurs, mais même les restaurants, enfin, je veux dire, on le voit tous autour de nous. Ils n'arrivent pas à ouvrir 6 soirs sur 7, c'est pas possible. Oui, et c'est un phénomène assez étrange, mais même en tant que consommateur, consommateur de services, administratifs ou de quoi, on est constamment... Enfin, il y a une insécurité d'ailleurs, je trouve, que je vis personnellement, je suppose que je ne suis pas la seule quand même, mais où on se dit, les délais sont longs, on n'est plus du tout... Il y a des trous dans les processus, et à tous les niveaux, et du côté des entreprises, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a une remise en route des chaînes de production qui ralentit par rapport au schéma qu'on avait tous en tête? Ça ne paraît pas vraiment convaincant. Est-ce que les bisbilles commerciales entre les uns et les autres et de plus en plus de monde finissent aussi par interférer, et peut-être de manière plus profonde que ce qu'on a pu analyser jusqu'à maintenant, qui forment des trous? Mais c'est vrai, c'est une réalité, et je pense que ça fait partie quelque part du décor. Mais ça peut maintenir l'économie européenne sous tension. On ne va pas refaire le débat sur les projections, mais d'avoir quand même cette pénurie ou cette économie, l'offre dicte la croissance, quoi. C'est-à-dire que ça maintient un peu les choses sous tension, quand même. Un autre élément qu'on n'a pas mentionné juste avant, quand on parlait de la consommation et de la demande, c'est que si la demande de services est aussi forte, c'est peut-être aussi parce qu'on n'achète plus beaucoup de voitures et plus beaucoup de choses qui se financent à crédit. Donc là aussi, attention aux switches qui peuvent s'opérer, qui sont extrêmement difficiles à anticiper, mais qui pourraient être un peu plus perceptibles dès lors que le soutien des politiques publiques aux ménages, etc., a priori, va disparaître. Après, la voiture, c'est aussi, il y a une telle instabilité réglementaire autour de ce qui sera la voiture acceptée, acceptable demain. Ce qui se passe dans l'immobilier, c'est pas non plus génial pour la consommation de biens, d'équipements du foyer, etc., etc. Donc, il y a quand même des pans de l'économie qui vont continuer à être heurtés par les hausses de taux et le durcissement des conditions de crédit qui est, me semble-t-il, indéniable. Même si sur l'immobilier, tous les acteurs de la chaîne immobilière sont affectés, la production de crédit en baisse de plus de 40% effectivement en France. Bon, il y a un truc qui n'a pas bougé, c'est les prix. Enfin, les prix ont à peine baissé quand même. Ça, je pense que c'est quand même un phénomène très parisien. Oui. Dans les grandes villes, ça tient, mais dès que vous sortez un peu en périphérie des villes moyennes ou autres, ça baisse assez fort. D'accord. En tout cas, c'est les retours que j'ai eus. Il y a un prisme parisien très fort. Effectivement, Paris, ça reste complètement, on va dire, flat moins, parce qu'il y a une demande qui est toujours là, etc. Et c'est un marché qui est très particulier. En dehors, effectivement, de la zone parisienne, ça baisse. D'accord. Ça baisse de manière visible. Mais en dehors de France, ça baisse aussi. Et ça baisse aussi. Oui, on a vu. Sur le marché américain, il y a des trucs un peu bizarres sur le marché immobilier, parce qu'il y a... Et encore une fois, le problème, c'est... On a évoqué l'économie de rareté, et je pense que c'est ça, en fait, aujourd'hui, la grande nouveauté, finalement, de cette situation post-finalement Covid, c'est que, par exemple, sur le marché américain, quand on regarde les stocks de biens, les stocks de maisons à vendre ou les stocks en fait d'appartements à la location, on est sur des plus bas historiques depuis 1960. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a toujours pas retrouvé entre guillemets des niveaux normaux qui permettraient effectivement une détente du marché immobilier. Et d'ailleurs, la statistique entre guillemets, moi qui m'a fait un peu bondir hier, c'est de voir effectivement que les crédits hypothécaires repartaient aux États-Unis. La production de crédit repart aux États-Unis malgré des hausses de taux, passées effectivement de plus de 500 points de base, et que le taux des mortgages est aujourd'hui, je crois, à 6%. Ce qui fait qu'un Toll Brothers, qui est un des gros promoteurs américains, alors constate évidemment tout à fait la situation de pénurie en termes de logement, une demande qui reste forte malgré des taux de mortgage, parce que le marché du travail permet d'emprunter à ces niveaux-là. Et quand vous regardez la performance boursière de ces boîtes-là, c'est plus 30% depuis le début de l'année. Aussi bien que le Non, mais ce que je veux dire, voilà, derrière la crise immobilière, pour certains promoteurs, l'économie de la rareté, c'est quand même... Cette économie de la pénurie, qui est vraiment, je pense, le nouveau marqueur en fait, de nos économies. On parlait des supply chain, le marché du travail, mais le marché de l'immobilier, c'est quelque chose avec lequel peut-être on va devoir vivre et repenser finalement notre lecture de l'économie et des mécanismes macro. On s'arrêtera là pour ce soir, mais le débat reste ouvert, évidemment, pour les prochaines émissions. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Mabrouk Chetouane, Natixis IM, Véronique Riche-Flores, RF Research et Damien Charlet, Mescart Asset Management.